Notre époque repousse sans cesse les limites du possible. On voyage plus vite, plus loin et désormais plus froid. Dans cette quête incessante vers l'infiniment précis, une entreprise a fait du froid extrême son compagnon de route privilégié. Discrète et essentielle, elle maîtrise l'art délicat de préserver et de transporter ce que nous avons de plus précieux, la vie elle-même. Aujourd'hui, je vous emmène donc à la rencontre de Cryopal, porté par Olivier Lartigue, pilote exigeant d'une aventure humaine et technologique fascinante. Une aventure où chaque trajet silencieux dans la rigueur du froid extrême raconte à sa manière une histoire d'espoir, une vie sauvée ou une vie à venir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. C'est un nouveau numéro de Dixit. On est ravis de vous accueillir sur ce nouveau format, en plateau cette fois-ci, ça change un peu. Aujourd'hui, mon invité, c'est Olivier Lartigue. C'est le patron de Cryopal. Et comme je le disais dans cette intro, c'est quelqu'un qui transporte et partage nos vies quelque part. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. On est venu sur ce format parce que effectivement, vous êtes le patron de Cryopal. On va dire précisément ce que c'est. Vous êtes spécialisé dans le transport du gaz liquide, c'est ça? Alors, on fait des équipements qui permettent effectivement de transporter différents gaz liquides, principalement l'oxygène et l'azote. Et on pourra parler un petit peu de là où on les retrouve dans nos vies. C'est ça l'idée. Alors, avant de parler de ça, je vois un chef d'entreprise, effectivement, mais quel est votre parcours d'homme? Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à moi aujourd'hui? Alors, j'ai 43 ans. J'ai fait maintenant, on va dire, 18 ans de carrière dans les gaz liquides. J'ai fait une grande école française et je suis parti ensuite chez Air Liquide. J'ai passé de longues années chez Air Liquide où j'ai appris différents métiers de chef de projet, de gestionnaire sur des grands projets, même très grands projets. Et j'ai eu la chance ensuite de récupérer une direction générale de Cryopal. Donc, j'ai récupéré cette direction générale en 2019. Après quelques années, Air Liquide nous a proposé de partir avec cette entreprise, de tenter une aventure de PME. Et on a saisi cette chance avec mon équipe de direction. Et donc, on est autonome et indépendant depuis 2022. Des passions, des hobbies dans la vie? Alors, j'ai la chance d'être marié, d'avoir 3 enfants, 3 grands garçons qui m'accompagnent tous les jours, qui me rattrapent et qui me rattachent à la réalité régulièrement quand je rentre le soir. Mes passions, quand même pas mal de temps sur l'entreprise, bien sûr, et du sport, beaucoup de sport. Mes 2 sports préférés sont le tennis, le football, on va dire, après une vie dans le rugby, mais il y a un moment, il faut être sage. Vous êtes passé de l'autre côté. Et j'ai basculé. Et ensuite, le ski quand j'ai l'occasion. Ok, super. On le disait, vous le disiez, donc ancienne filiale d'Air Liquide finalement. Exactement. C'est-à-dire que Air Liquide a créé cette filiale en 1968. À la base, on va dire, c'était un atelier pour faire plein de petits équipements de cryogénie. Et dans le temps, on s'est spécialisé. Alors, on a déménagé à Bussy-Saint-Georges en 77. On s'est établi là-bas en 92. Et on s'est spécialisé donc sur des équipements qui sont globalement des grands thermos. C'est ça. Comme les gourdes que vous pouvez avoir chez vous. La gourde que vous voyez chez vous, en fait, pour qu'elle reste un peu fraîche, c'est un traitement technique. Exactement. C'est la principale technicité, c'est le vide qui est dans l'interparoi et qui permet de garder ce qu'il y a à l'intérieur à la température initiale. Alors pour nous, c'est des gaz très froids. L'oxygène, c'est moins 180 degrés à l'état liquide et l'azote, c'est à moins 196 degrés. Alors, on le disait, au-delà de cette industrie qui est très importante, moi, j'ai décidé de vous recevoir surtout pour l'angle de ce que cela procure dans nos vies, précisément. Alors, vous intervenez souvent dans le domaine médical. C'est là qu'on vous retrouve le plus. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde ensemble, par exemple, on vous connaît beaucoup sur les respirateurs artificiels. Alors, c'est pas exactement les respirateurs, mais c'est un très bon point puisqu'en fait, on a commencé à pouvoir communiquer sur l'existence de Cryopal durant le Covid. Voilà. On est resté une entreprise qui est restée ouverte pendant toute la période du Covid et on a fourni de nombreuses cuves d'oxygène qui permettaient, elles, de connecter des respirateurs. C'est ça. Donc, en fait, on était la source d'oxygène qui permettait aux respirateurs de fonctionner et d'apporter, de servir, on va dire, de poumons à la place du patient et donc d'aider le patient. Incroyable. Mais ces cuves à oxygène dont vous parlez en hôpital, ce sont des choses qu'on retrouve maintenant également portatives. Alors, c'est beaucoup à domicile, effectivement. C'est des cuves qu'on va avoir chez le patient, des patients qui ont généralement des traitements de très longue durée. En Europe, Quel type de traitement?
C'est ce qu'on appelle la BPCO. Donc, en gros, c'est des déficiences qu'on a au niveau de la capacité des poumons à absorber l'oxygène qui est dans l'air. Donc, on augmente un petit peu le taux d'oxygène de manière à ce que le corps, évidemment, Soit confortable. exactement plus fort. On a des grands chiffres sur ce marché? Alors, si on prend la partie Europe, qui est la partie que l'on maîtrise le mieux, on estime qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont sous traitement BPCO. Et pour nos cuves, ça cible, on va dire, une partie de l'ordre de 130 000 patients en Europe qui utilisent des matériels ou ceux de nos concurrents. C'est très nouveau, ce procédé-là, ou ça existe depuis finalement assez longtemps? Ça existe depuis assez longtemps, hein. Je dirais Ouais. que ça fait plus d'une trentaine d'années que ces traitements existent. Alors effectivement, il y a eu quelques évolutions technologiques, Ouais. il y a eu des spécialisations, des technologies concurrentes qui peuvent exister, ce qu'on peut appeler des concentrateurs, qui fonctionnent assez bien pour des petits débits. Et nous, l'oxygène liquide, l'avantage, c'est que ça permet d'une manière simple, silencieuse, purement mécanique, c'est-à-dire sans apport d'électricité, de fonctionner. Donc c'est des fonctionnements qui sont assez sécurisés. Alors, juste qu'on comprenne, alors, pardonnez-moi, on n'est pas tous dans votre métier, mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, technologiquement parlant, comment ça marche? Alors, si on part sur la partie gaz, on Mmh. a de l'oxygène liquide. D'accord. L'oxygène liquide, globalement, quand on le passe en gaz, on a 800 fois le volume. Donc, en fait, c'est l'intérêt de le stocker en liquide, c'est que ça permet d'en amener beaucoup plus chez le patient. Et ensuite, chez le patient, notre équipement, en fait, va prendre ce gaz liquide, le réchauffer, l'amener à température ambiante pour que le patient puisse le respirer. OK. Donc, on a un système, effectivement, de contenant et de réchauffeur. Et quel est le défi technologique? Parce que j'imagine une telle froideur, Voilà. ça nécessite quand même un traitement, fou, quoi. Alors, c'est effectivement le défi principal, c'est d'amener suffisamment de chaleur pour que le gaz sorte à la bonne température. Sachant qu'on l'a tous vu assez fréquemment, quand il fait très froid, ça va condenser. Comme sur les fenêtres, on a la buée qui va bien se mettre. Et nous, ça le fait à grand volume. On va avoir énormément de condensation qui va se mettre, ça va geler. Et donc, ça peut parfois dégrader la capacité à échanger la température. Donc, effectivement, il faut prévoir suffisamment de surface pour que ça fonctionne. Donc vous, aujourd'hui, là, vos clients là-dessus, ça va être, les hôpitaux? Alors, ça va être des prestataires de soins à domicile, OK. c'est des entreprises qui sont spécialisées pour amener les prescriptions. Ah d'accord, c'est pas géré directement par l'hôpital qui traite le patient? Non, D'accord, OK. l'hôpital va vraiment faire les traitements lourds et nous, en fait, on va faire plutôt de la sortie d'hôpital. C'est-à-dire OK. que l'hôpital va faire un traitement initial et quand le patient est finalement suffisamment solide pour vivre chez lui, mais a quand même besoin d'un traitement long terme, c'est là que les prestataires de soins à domicile amènent l'oxygène régulièrement chez le patient, comme on peut avoir le traitement pour le diabète, par exemple, ça. qui sont faits à domicile. La matière qui permet ça, c'est quoi? C'est de l'aluminium? Alors, Précise, c'est quoi? sur la partie oxygène, on est exclusivement en inox, Inox, la d'accord. partie inoxydable pour la partie contenant. Mmh. Les parties réchauffeurs sont effectivement faites en aluminium. D'accord, et pour que ça nous donne une idée, vous sortez combien d'appareils comme ça par an, par exemple? Alors sur les cuves fixes, celles qui sont au lit des patients, Ouais. on va en sortir 3 500 par an. On a une capacité de monter quasiment à 10 000 avec notre capacité de production. Et sur la partie portable, on va être dans le même ordre de grandeur, c'est 3 500 à peu près par an. Comment vous produisez ça? Vous produisez ici, chez nous? Alors, on est en grande majorité des produits français, des pièces françaises. D'accord. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de tourner pendant le Covid, Bien sûr. puisqu'on a gardé une chaîne d'approvisionnement de proximité. On va acheter des tôles, on va acheter parfois des pièces métalliques, on va dire, mises en forme selon notre design. Mmh. Et on va faire donc l'assemblage, la soudure, l'emballage, l'isolation, le vide, qui est un des éléments essentiels. Bien, ouais. Voilà, il y a 3 moyens de contrôler l'échange thermique. Pour faire simple, on a la matière, donc l'inox qui va être relativement isolant. C'est que souvent quand on touche une pièce métallique, qu'on laisse dans la poêle, ça met un peu de temps, mais au bout, on finit par se brûler. Donc, il y a ce qu'on appelle la conduction qui passe par le métal. Il y a le vide qui va empêcher les molécules de se cogner entre elles et donc qui va empêcher le passage de la température d'une paroi à une autre. D'accord. Et à la fin, en fait, on fait aussi un emballage de fils d'aluminium. C'est comme ce qu'on voit sur les satellites. Très souvent, vous voyez les satellites qui sont emballés dans l'aluminium. C'est ça, avec des bandes. Exactement. Ah ouais, OK, C'est d'accord. pour protéger contre les irradiations pour les satellites. Et nous, c'est l'infrarouge qui pourrait faire passer la chaleur d'une paroi à l'autre. Ah! Et alors juste, ça reste, bon, peut-être une question, ça reste combien de temps froid? Alors, ça va dépendre des appareils. Alors effectivement, sur l'oxygène, l'objectif n'est pas d'être parfaitement isolé parce que le but est que l'oxygène bulle un tout petit peu pour que le patient puisse en respirer. Quand on va parler de l'azote, on a des équipements qui, une fois remplis, vont rester à température de -196 quasiment 300 jours. Ah ouf! Ah oui, d'accord, OK. Mais, je dis ça parce que combien de temps? C'est ma transition pour les autres gammes de produits que vous faites. Oui. Parce que là, on le voit, c'est, pour la respiration, mais ça ne fait pas que ça.
et ça fait quelque chose qui touche grand nombre, particulièrement de femmes qui nous regardent peut-être, c'est conserver quelque chose et particulièrement des ovocytes, par exemple. Tout à fait. Alors expliquez-nous ce pan. Alors, la FIV est effectivement un des éléments importants pour nous. C'est un des marchés qui se développe très fortement. Ouais. Donc, c'est les cuves d'azote liquide. Les cuves d'azote liquide ont pour objectif de garder tout type d'échantillons. Effectivement, la FIV est un marché qui est de plus en plus connu. Ouais. On a tous quelqu'un, on va dire, dans la famille ou ami qui a eu recours à la FIV. On estime que c'est à peu près 120 000 tentatives de FIV en France par an. Voilà, avec un taux de réussite qui tourne autour de 20%. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'essais souvent pour les personnes qui ont Il y a, je le dis parce que c'est un autre pan de la FIV, il y a la FIV, parce qu'on n'arrive pas à avoir des enfants, des choses comme ça, mais il y a la FIV contrainte. Celle du cas où madame est malade et qu'on lui conseille de congeler ses ovocytes parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça va se terminer, ça rentre aussi dans ce cadre de... Tout à fait. C'est un des points qui est essentiel, c'est que la FIV est vraiment à la base un traitement, soit pour des difficultés, soit pour effectivement, on a une conservation, donc on peut conserver différents éléments, que ce soit du sperme, des ovocytes ou des embryons à différents stades. Du sperme, par exemple, des gens qui ont eu le malheur d'avoir un cancer, Absolument. conserver leur sperme ainsi. Ça se développe très fortement. C'est vrai que la France n'était pas nécessairement le pays plus en avance là-dessus. On se positionne comment? On est bien? Non, on est plutôt bien. Ça commence à se développer très fortement et être plus ouvert. Mais c'est vrai qu'il y avait des pays très leaders là-dessus en Europe. On va parler de l'Espagne, on va parler de la Belgique. Ah oui, d'accord, ok. Qui étaient un peu plus en avance sur ça à une époque. Et maintenant, c'est des marchés qui se développent très fortement également on va dire un peu partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie. Comment vous envisagez l'évolution de toutes ces technologies dans le temps? Ça va le temps, on voit que ça va vite maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Comment ça va bouger tout ça? Alors, on a tous un peu chez soi, on voit qu'on aime bien avoir les informations à distance. Donc, c'est quelque chose qu'on voit évoluer beaucoup, aussi bien sur l'oxygène que sur l'azote. Sur l'oxygène, on voit bien de la télémédecine. On voit que ça arrive que le docteur ou même le prestataire de soins à domicile a envie de savoir la cuve chez le patient, quel niveau il lui reste, est-ce que le patient suit bien la prescription qui lui a été faite. On peut aller jusque-là aujourd'hui? On peut aller jusque-là, on sélectionne un débit et on veut être sûr que ce débit est bon pour le patient. Et également, ce qui peut être intéressant, c'est d'étudier le comportement des patients. C'est-à-dire que le patient pouvant vérifier lui-même, modifier le débit, peut se dire je vais faire un déplacement, je vais faire un effort, je vais monter un peu le débit et ça peut être intéressant de suivre ça chez le patient pour voir les comportements, par exemple. C'est-à-dire que plus on rend autonome le patient, parce que c'est normal, c'est sa liberté, plus on a besoin de contrôle d'un point de vue médical derrière. Effectivement, une des responsabilités du prestataire de soins à domicile, c'est s'assurer que le patient a toujours de l'oxygène. Donc, si lui-même va jouer un petit peu sur sa consommation, le prestataire, lui, qui doit optimiser quand même une partie logistique, doit savoir où ça en est. Sur la partie azote, comme je disais, c'est un petit peu pareil. Le docteur est de savoir comment va sa salle et parfois il veut déléguer cette responsabilité. Et c'est vrai que de se dire que demain on pourra surveiller à distance qu'une salle va bien, que les cuves se remplissent, que tout se passe bien au niveau de température. Finalement, la grande obligation sur les salles cryogéniques, sur les biobanques dont on parle, donc c'est des data centers de vivants, c'est être sûr que toutes les données biologiques sont conservées correctement. On fait ça grâce à quel type de technologie, comme l'Internet par l'objet ou des choses comme ça? Alors, ça peut être ça, effectivement, comme un data center en IT, où on veut être sûr que tous les serveurs sont à la bonne température, qu'ils ne sont pas corrompus, etc. Et sur une salle de biobanque, avec des cuves, on veut s'assurer que la température dans la cuve est bonne, que le dernier remplissage, le dernier niveau est bon. Et donc ça, on peut le faire à distance. C'est un report d'alarme qu'on peut ensuite centraliser à distance avec du 24 heures sur 24. Donc ça, c'est un peu l'avenir, c'est ce qui va se passer. C'est vers ça qu'on va. Dans 10 ans, on aura vraiment un besoin d'avoir la donnée à distance et le chercheur cherchera là où celui qui fournira la salle aura cette responsabilité de mettre à disposition un système qui fonctionne. La médecine va vite. Oui. Elle avance très vite et bravo. Comment vous arrivez à coller à ça? C'est-à-dire que j'imagine que les patients, les médecins vous dictent un peu la cadence quelque part. Alors, c'est vrai qu'on a 2 métiers très différents là-dessus. Les médecins, en fait, vont être très créatifs sur les besoins qu'ils ont sur nos équipements. C'est-à-dire qu'ils vont développer ils vont perfectionner vos équipements actuels. Non, ils ne touchent pas à nos équipements dans ce sens-là. C'est qu'eux, ils vont faire de plus en plus de traitements de soins, que ce soit des transfusions. Donc, par exemple, des échantillons de sang. Dès qu'il y a une transfusion, on garde des échantillons de sang dans nos cuves pendant une dizaine d'années pour vérifier que soit le patient, soit le donneur sont toujours en bonne santé. 10 ans après, s'il y a presque quelque chose, on peut vérifier. On va avoir tout ce qui est transplantation.
suspensions qui peuvent être conservées, également des valves, des choses comme ça qui peuvent être conservées dans l'azote liquide. Donc, eux vont développer beaucoup de nouveaux traitements Ouais. et peuvent nous demander à ce moment-là une accessorisation de nos Ok. équipements de manière à pouvoir accueillir ces différentes molécules, ces différents morceaux de vie dans nos équipements. Comment vous bossez ça en interne? C'est-à-dire que vous avez vous bossez ça en interne ou vous sous-traitez ce genre de Ça va être très variable. Nous, vraiment, la cuve, donc tout ce qui est design de la cuve, des pièces qui sont nécessaires pour le fabriquer, c'est en interne. OK. L'accessorisation, effectivement, demande beaucoup d'écoute du client. Puisque, je le dis ça avec beaucoup de gentillesse, Ouais. nos clients sont assez mauvais dans ce que l'on fait, nous, ce qui est normal. Donc, ils peuvent avoir parfois des biais d'interprétation de leurs besoins. Ah, OK. Donc, il faut aller discuter avec eux, les comprendre vraiment quels sont leurs Ce sont les besoins ultimes et finaux. Ouais, Exactement. ouais. Et à ce moment-là, de développer avec eux des solutions, de les tester. Donc, on a des clients avec qui on teste vraiment des produits qu'on a développés. D'accord. Mais ça, on essaie de le faire au maximum en interne pour avoir une valeur ajoutée. Parce que si on externalise ces développements-là, on apprend moins sur nos produits et leur cas d'utilisation. Donc, on a effectivement un bureau d'études de 12 personnes qui ont, pour un certain nombre, qui essaient de trouver de nouvelles solutions simples pour nos clients. Alors, quelque part, vous restez quelque part dans une certaine forme d'industrie. Tout à fait. Qui dit industrie, dit moyens, dit électricité, dit besoin, dit choses comme ça. Aujourd'hui, ce que l'on cherche tous, parce que c'est un effort commun, c'est d'aller vers un déchet carbone qui soit le moins important, le moins impactant. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là, ou ce que vous avez dans votre ADN, ou au moins dans vos pensées de ce qui va arriver? Comment vous gérez cet aspect-là? Alors, il y a 2 aspects là-dessus, qui sont très importants. C'est comment est-ce qu'on design nos produits? C'est-à-dire qu'on fait des produits qui ont des durées de vie qui sont longues. Nos équipements vont durer, j'en ai vu qui sont plus vieux que ça, mais 25 ans. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que, C'est pas un consommable d'un. non, c'est pas du jetable. Ouais. Bien sûr, selon le type de produit, ils ont des vies un peu différentes. Mmh. Faut imaginer qu'un portable d'un patient va prendre des chocs, Va être trimballé, va être, parfois posé maladroitement. Donc il y a un peu plus de casse sur des équipements qui sont portables. Des équipements fixes vont avoir des durées de vie, qui, s'ils sont bien maintenus, Vraiment bien nettoyés, c'est quasiment incassable, hein. C'est de la métallurgie assez lourde. Mmh. On fait partie de la métallurgie dans nos opérations. On fait de la soudure, on fait du design pour que nos produits durent longtemps. Et l'acier, en fait, ça se. Oui, que ce soit l'acier ou l'aluminium, Ouais. il y a peu de dégradation s'ils sont maintenus correctement. Ouais, et puis on transforme en plus. Et on peut le retransformer. Ouais. Donc, c'est ça aussi, c'est quelque chose qu'on développe chez nous et c'est une demande qui est assez forte de la part de nos clients. Mmh. C'est d'avoir du recyclage, une filière de recyclage. D'accord. Alors nous, on n'est pas recycleur en tant que tel. Par contre, nous, notre métier, c'est de savoir découper nos produits pour ensuite les orienter correctement vers les entreprises de recyclage que l'on peut avoir. Alors, nous, on travaille par exemple avec Veolia. Ouais. On travaille avec eux et on sépare nous-mêmes les différentes matières qu'on a sur nos produits. Et eux, ensuite, vont savoir avoir une vraie filière de recyclage derrière. Ça reste quand même vous y pensez quand même. C'est-à-dire que tout ce qui est transition, vous faites attention à ce genre de choses. Alors ça devient assez essentiel. On a plusieurs cadres de demande. Donc on a les clients, donc Évidemment. le public demande ça. On a les investisseurs aussi, qui pour eux, c'est des critères maintenant qui sont pris en compte dans leur évaluation. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi on va dire les jeunes employés. Ces critères-là d'impact environnementaux Valeur RSE impactant, Tout à fait. bien entendu. surtout les jeunes générations qui sont plus formées sur le sujet. Et Ça fait partie du paquet maintenant. exactement, c'est partie des questions qu'ils ont pas mal à l'entrée. Qu'est-ce que vous faites d'un point de vue RSE? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous. Alors c'est assez divers et varié. Ouais. On a bien sûr des questions qu'on se pose. Cette année, on va transformer une partie de notre flotte sur du véhicule électrique. Ouais, On va penser à des ombrières sur les parkings. On a la chance de travailler avec les cafés joyeux, pour Qualité de vie au travail. exactement des petits sujets comme ça. Et c'est vrai que c'est pas la mission première de l'entreprise, n'est pas de Ouais, mais là, quelque chose. c'est des valeurs ajoutées importantes. Le Mmh. cadre social, on a fait par exemple l'année dernière ce qu'on appelle une ACRS, Mmh. une augmentation de capital réservé aux salariés. On a ouvert le capital de l'entreprise aux salariés. C'est extraordinaire. Du fait qu'ils peuvent prendre une barre, c'est assez rare sur les Ça PME. donne un peu de sens à ce qu'on fait. Alors le sens, ça a été un point hyper important pendant le Covid. C'était alors je vais pas dire que c'était une chance le Covid, mais ça a été un tournant assez important pour Créopal puisque étant une entreprise de rang 2, on est resté ouvert en 100% du temps du Covid. Avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire que non seulement on aide les autres, mais nous-mêmes et les équipes, elles sont confrontées au chagrin, à l'anxiété également. Alors c'était très particulier, il y a eu différentes phases. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu cette première phase de confinement qu'on a tous pris un petit peu comme un coup de massue. Ouais. On découvrait quelque chose,
On a eu une petite euphorie finalement d'être chez soi pendant 2 semaines. On était contents. 2 semaines, ça va. On arrive à enlever. On supportait encore nos enfants. Après 2 semaines, en fait, nous, on a eu un besoin croissant de Ah demande, oui. principalement en Italie et en Belgique, Ouais. pour des raisons assez techniques. Et en fait, au bout de 2 semaines, on a commencé à dire on a besoin de ressources. Et on avait une ligne où c'était les gens spécialistes de la ligne qui étaient sur cette ligne au début. Donc, on va dire 6-7 personnes qui continuent à travailler sur D'accord. cette ligne. Et on a dû remobiliser des gens. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a eu énormément de volontaires qui, au bout de 2 semaines, se sont dit, bah, je peux participer à cet effort. On parlait d'un effort de guerre à l'époque. Mais c'est vrai qu'ils ont participé à cet effort, ils ont eu envie de revenir. On a remobilisé les troupes. Alors, il a fallu travailler dans des conditions de sécurité, je vais dire expérimentales, puisqu'on mettait en place des règles de sécurité, des parois, des gants, il fallait enlever ensuite les masques. Comment est-ce qu'on faisait à la cantine pour manger Ouais. sans être enfant, ça se mettrait. Donc, on a mis plein de choses en place, mais les gens ont été fiers de travailler à cette période-là et de fournir un effort. Assez heureux finalement d'avoir un échange humain durant cette période, puisque c'était la partie difficile. Quand même, c'était le côté un peu inhumain de cette période où on était chacun enfermé chez soi. Et ben on l'avait pas là. Nous, on avait pu travailler fièrement chez Cryopal et les gens ont compris que nos produits servaient à sauver des vies. Là, ça a été un impact Vous énorme. transportez la vie, vous préservez la vie quelque part par vos produits, quoi. On a sauvé des vies et c'était une vraie fierté pour Ah oui. les employés qui ont pu. On parlait de donner du sens, c'est ça le sens. Tout à fait. Ça donne puisqu'on est sur nos équipes et ces fameuses équipes, derrière chaque grand patron, il y a toujours des grandes équipes. Un mot sur ces équipes. Alors, qui elles sont, comment elles se forment. Aujourd'hui, vous volez de vos propres ailes. Airliton est parti. Est-ce que ça compose quelque chose de nouveau dans l'équipe? Alors, je suis arrivé en 2019 et j'ai eu la chance en arrivant d'avoir vraiment un soutien des Air Liquide pour renouveler les équipes de Cryopal. Ok. Pourquoi je dis ça? C'est que Cryopal a été une filiale du groupe Air Liquide qui anciennement vendait quasiment exclusivement à Air Liquide. Et c'était assez compliqué comme situation parce que on vend à celui qui investit, donc c'était difficile d'être performant, d'être rentable, de motiver les équipes qui Ouais. disent: «Bon, on fait bien, on fait pas bien, ça revient pas au même». Donc il a fallu reconstruire un cadre, reconstruire une énergie. Donc le Covid a un peu redonné du sens, ce qui était important pour embarquer tous les collaborateurs, mais il fallait également remettre en place une équipe managériale qui était, qui soutenait, qui écoutait, et qui accompagnait chacun des collaborateurs pour qu'il puisse faire son travail au mieux. Moi, mon travail en tant que patron, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qui m'apportent puisse faire son travail et les moyens pour faire son travail. Et donc j'ai pu construire une équipe de 2019, on va dire, à 2021-2022. On l'a reconstruit quasiment intégralement. Ok. Et cette équipe a décidé, pour la plupart, de m'accompagner dans cette aventure Dans de l'aventure. l'autonomie. Ils ont tous pris à l'époque une part du capital également. Donc c'était vraiment une aventure de l'ensemble de mon codir. Et on est content d'avoir pu ouvrir aux salariés. Combien de personnes aujourd'hui chez Cryopal? Chez Cryopal, on est à peu près 90 salariés. Et on a un certain nombre, bien sûr, de prestataires et d'intérim qui sont chez nous en plus. On continue à se développer et on est très fiers de ce qu'on a réussi à faire ces 5 dernières années. Et on a une année qui va être assez intéressante niveau transformation à nouveau. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur quoi vous bossez. Il y a quoi en ce moment dans vos têtes? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas encore qui vont arriver, des nouveaux produits, des choses qui vont encore faciliter la vie des gens? Alors, on cherche 2 choses, bien sûr, du développement interne, Ouais. des nouveaux produits qu'on va sortir très prochainement. Voilà, des produits qui vont permettre une meilleure contrôle de nos équipements et une meilleure utilisation par nos clients. D'accord, ok. Ensuite, il va y avoir des développements d'aller développer de nouvelles zones géographiques, Ok. c'est-à-dire de développer des marchés, développer de nouveaux services. Qu'est-ce qui est dans vos specs, vos horizons sur ça? Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, faire de la surconsommation à grande distance, voilà, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement jouable à long terme. Et nous, on est plutôt dans une optique d'avoir ce qui est fait pour l'Asie doit être fait potentiellement en Asie. On est très fiers aujourd'hui de vendre certains de nos équipements depuis la France, en Chine, Ouais. au Japon. Bah, bien sûr. On est très fiers, mais on se dit qu'à long terme, c'est pas nécessairement viable. Nos produits sont pas de simples équipements, ils nécessitent un certain volume d'accompagnement des Absolument. services. Ils ont une interface client qui doit être dans la langue du client parce que finalement les gens. Donc vous préférez mailler mieux le territoire? Heu,
C'est vraiment être une proximité avec les utilisateurs. C'est-à-dire leur amener une capacité à réparer rapidement, à répondre rapidement dans leur langue Absolument. à leurs besoins. Et on s'aperçoit que cet accompagnement des clients est extrêmement important. Un des points qu'on a vraiment ressorti en devenant indépendant et en reprenant beaucoup de clients en direct, clients finaux en direct, c'est que ils ont des besoins. Et notamment si on prend le cas, par exemple, des médecins, des chercheurs qui travaillent sur la FIV, leur métier, c'est faire la FIV. Bien sûr. On va dire, aider à la vie. Ouais. Et nous, notre métier, c'est de faire en sorte que notre équipement soit le plus simple possible. Qu'ils aient que ça à penser. Exactement, qu'ils se concentrent sur le métier là où ils sont performants, Bien sûr. et pas sur nos équipements. Donc, simplifier encore un peu plus les process, l'adoption des produits, Tout à fait, là. ces choses. Amener un service complet, c'est-à-dire que c'est pas que la cuve, c'est également, j'exagère un Une petit peu. pédagogie qui va avec. Ouais, la maintenance, vérifier que tout marche, d'anticiper des pannes, d'aller vérifier à distance que tout marche bien et d'avoir ça potentiellement sur un téléphone. Le médecin gère une cuve, tout ce qu'il a envie le soir, c'est de regarder tout va bien, je peux dormir tranquille et savoir que mes échantillons demain sont toujours bien conservés et en état de faire ce qu'ils ont à faire. Bon, eh bien, on vous souhaite tout ça en tout cas. Ben, merci beaucoup. On est bien parti pour. En tout cas, vous qui le regardez, on va vous mettre des informations autour de Cryopal parce que c'est intéressant si vous voulez vous renseigner ou même appeler pour voir ce qui se passe. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. On en sait maintenant un peu plus sur ceux qui transportent la vie tous les jours. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. À bientôt. À bientôt. À bientôt.